Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on termine notre série sur l'histoire de Paris. On a commencé notre voyage dans le temps avec les premiers peuples qui ont occupé le territoire, les peuples celtes, qu'on appelle les Gaulois. On a parlé de la conquête de la Gaule par Jules César, qui a transformé le territoire en cité romaine, la cité de Lutèce. Petit à petit, la cité de Lutèce est devenue Paris. Petit à petit, c'est une expression pour dire progressivement, petit à petit. Donc petit à petit, la cité de Lutèce est devenue Paris. Pendant le Moyen Âge, Paris a connu la construction de la cathédrale Notre-Dame. Elle a aussi connu une longue guerre avec l'Angleterre et la terrible pandémie qui a tué une grande partie de la population en France et en Europe, la peste noire. Paris a continué sa transformation pendant la période de la Renaissance avec les différents rois de France, mais la capitale s'est ensuite rebellée contre son roi pendant la Révolution française. En quelques années, Paris est passé de capitale d'une monarchie à capitale d'une république, puis à capitale d'un empire avec Napoléon. Pendant les années Napoléon, la ville a continué d'évoluer, mais c'est surtout au XIXe siècle, avec les grands travaux du baron Haussmann, que la ville s'est métamorphosée. À la fin du XIXe siècle, la tour Eiffel est construite et avec le temps, elle est ensuite devenue le symbole de la capitale française. Comme je vous expliquais, cette construction de la tour Eiffel, elle s'est déroulée pendant la Belle Époque, une période de joie et de progrès marquée par les débuts du métro, du cinéma et des grands magasins dans la capitale. Mais toute cette ambiance joyeuse a ensuite été remplacée par un climat de peur et de violence, avec 2 horribles guerres mondiales. Ça, c'est ce qu'on a vu au dernier épisode. En 1944, Paris est enfin libéré, c'est la fin de l'occupation nazie. À la fin de la guerre, la capitale est fatiguée, traumatisée, mais prête à se reconstruire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce dernier épisode où on va parler de l'évolution impressionnante de la ville depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que Paris est devenue la ville moderne qu'on connaît? Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. Bien sûr, comme pour les épisodes précédents, c'est impossible de parler de tous les événements majeurs depuis la Seconde Guerre mondiale, mais je vais essayer de vous faire un résumé assez complet. Après de longues années de conflits, la France et les autres pays européens veulent faire la paix. La paix, c'est le contraire de la guerre. Donc, faire la paix, c'est le contraire de faire la guerre. Je répète, après de longues années de conflits, la France et les autres pays européens veulent faire la paix. Fini les conflits, place à la réconciliation. Comme geste symbolique de ce mouvement de réconciliation, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris et Rome deviennent des villes jumelles. Qu'est-ce que ça signifie des villes jumelles? L'adjectif jumelle, on le retrouve quand on parle de sœurs jumelles, twin sisters. Et donc, quand on parle de villes jumelles, en anglais on dit twin cities. Quand 2 villes sont des villes jumelles, c'est qu'elles ont créé un partenariat. Par exemple, New York et Londres sont des villes jumelles. New York est aussi une ville jumelle avec Madrid en Espagne.
Mais entre Paris et Rome, c'est un amour exclusif. Paris n'a pas de partenariat similaire avec une autre ville dans le monde, et c'est pareil pour Rome. C'est pour ça qu'à Paris, on peut lire à des endroits une inscription qui dit en latin « Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris ». Digne, c'est worthy. Je répète, seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Ce partenariat, c'est un symbole fort de réconciliation. Et oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie fasciste de Mussolini combattait du côté de l'Allemagne nazie. Donc la France et l'Italie étaient des ennemis. Après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la France et de sa capitale est aussi marquée par l'arrivée d'un nouveau président, le général Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est une des grandes figures de la libération française, mais pendant les années 1960, sa présidence est marquée par une période sombre de l'histoire française, la guerre en Algérie. Dans les années 60, l'Algérie est encore une colonie française. Et donc, le peuple algérien manifeste pour obtenir l'indépendance de leur pays. Des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie se déroulent notamment à Paris, comme la manifestation du 17 octobre 1961. Cette manifestation, elle est connue aujourd'hui pour des raisons tragiques. Le 17 octobre 1961, la réponse de la police parisienne est extrêmement violente. Plusieurs manifestants sont tués d'une manière horrible. L'opinion publique est profondément choquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce triste événement est connu comme le massacre du 17 octobre 1961. J'avais fait un podcast sur ce sujet, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et dans la transcription de l'épisode. Quelques années plus tard, d'autres révoltes éclatent à Paris. Les révoltes de mai 68. Mai, c'est le mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai. Et mai 68, c'est une période de révolte que tout le monde connaît en France. Cette fois-ci, ce sont les jeunes qui se révoltent, particulièrement dans les universités parisiennes comme la Sorbonne. Ce mouvement, il touche ensuite les ouvriers et les ouvrières. Les ouvriers ou les ouvrières, ce sont les personnes qui travaillent dans des usines. Une usine, a factory. Donc un ouvrier, une ouvrière, a worker. Je répète, ce mouvement, il touche ensuite les ouvriers et les ouvrières. Puis le mouvement touche presque toutes les catégories de la population. Mai 68 devient le plus grand mouvement social du XXe siècle en France. Mais alors, comment expliquer mai 68 ? Pourquoi est-ce que toute une partie de la population française se révolte à cette période ? Ce mouvement de révolte, il est social, mais aussi politique et culturel. C'est un mouvement global contre le capitalisme, contre la société de consommation, le patriarcat, les institutions traditionnelles, l'autorité et donc notamment contre le gouvernement du général de Gaulle. Pendant des manifestations qui rassemblent énormément de personnes, on peut entendre de Gaulle démission. Démission, ça vient du verbe démissionner, to resign. 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération. Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte. La Sorbonne est réoccupée par les étudiants pendant 3 semaines au cœur de Paris. Elle sera l'emblème de la Commune de Mai. Pendant cette période, la capitale et le pays sont à l'arrêt. Les trains, les usines, les écoles, les universités, le mouvement est massif. Le pays est paralysé. Vous voyez ici, les usines, les écoles, les universités ont fait la liaison. Une usine, des usines.
Une école des écoles. Une université des universités. Mais encore une fois, la réponse de la police en face peut être très violente. Des personnes sont mortes pendant ces révoltes et beaucoup ont été blessés. Mais ces révoltes, elles ont permis d'amener des changements positifs dans la société. Après mai 68, l'université est réformée, il y a une amélioration des conditions de travail des ouvriers et des ouvrières dans les usines et une évolution des mentalités concernant notamment les droits des femmes. Un an après, en 1969, le président Charles de Gaulle démissionne. Un nouveau président arrive au pouvoir et ce président va avoir un impact majeur sur l'architecture de Paris, Georges Pompidou. Si vous connaissez un peu Paris, vous connaissez peut-être le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, c'est le musée d'art moderne à Paris. Georges Pompidou, donc, il aime l'art moderne et il veut moderniser Paris. Et le Centre Pompidou, c'est sûrement le plus grand symbole de cette époque de modernisation sous ce nouveau président. Aujourd'hui, le Centre Pompidou est très apprécié en tant que musée, as a museum, en tant que musée. C'est l'un des musées les plus visités au monde, mais à sa création, c'était beaucoup plus compliqué. Visuellement, le Centre Pompidou a une architecture complètement différente des bâtiments qu'on a l'habitude de voir à l'époque à Paris. Il est massif, avec des escaliers partout, des ascenseurs, des tuyaux très visibles, etc. Des tuyaux pipes, donc des tuyaux très visibles. L'extérieur du bâtiment est coloré, il y a du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Bref, après sa construction, les Parisiens et les Parisiennes détestent ce bâtiment. Ils ont l'impression de voir une usine au milieu de Paris. En plus, avant la construction du Centre Pompidou, un autre projet du nouveau président avait déjà été critiqué par l'opinion publique. La destruction des halles de Paris. Aujourd'hui, si vous allez à Paris, vous verrez qu'au centre de Paris, il y a la station de métro Châtelet-Les Halles. On dit souvent Châtelet-Les Halles. Les Halles, attention, ça s'écrit avec un H, mais on ne le prononce pas. On ne dit pas les Halles, mais les Halles. Eh bien, aujourd'hui, il ne reste que le nom. Today, only the name remains. Aujourd'hui, il ne reste que le nom. Les Halles de Paris ont été détruites. Mais c'était quoi les Halles de Paris? Les Halles de Paris, c'était le grand marché de la capitale depuis le Moyen-Âge, une véritable institution. Un marché, c'est où on achète des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, etc. Un marché en anglais, a farmer's market. Les halles, c'était un endroit très vivant, avec plein d'odeurs de nourriture. On appelait cet endroit le ventre de Paris, le ventre stomach. Donc on appelait cet endroit le ventre de Paris. Mais donc le président Pompidou a décidé de détruire ces halles. Aujourd'hui, à la place des halles de Paris, il y a une grande gare et un centre commercial. A shopping center, un centre commercial. Donc le centre de Paris a radicalement changé. On est passé d'un marché populaire à un centre de la consommation moderne. J'ai mis dans la transcription des photos qui montrent comment c'était avant et comment c'est maintenant. Georges Pompidou, il voulait aussi créer plus de routes pour les voitures. Il disait qu'il faut adapter la ville à l'automobile. Sur le plan politique, à la fin des années 70, un événement majeur marque l'histoire de Paris. Pour la toute première fois, les Parisiens votent pour l'élection d'un maire ou d'une maire. Un maire ou une maire, c'est a mayor. Avant ça, Paris n'avait plus le droit d'avoir son propre maire. Donc, à la fin des années 70, le maire de Paris est élu
is elected, est élu par sa population. Ce maire, il est de droite et il s'appelle Jacques Chirac. Vous connaissez sûrement ce nom, Chirac. Et oui, parce que Jacques Chirac, il a été maire de Paris pendant 18 ans, c'est extrêmement long, et plus tard, il est devenu président de la République française. Pendant les années où Chirac est maire de Paris, la transformation de la capitale n'est pas seulement politique, mais aussi sociale. Pendant longtemps, certains quartiers du centre de Paris étaient populaires, avec des artisans, des petits ateliers, des ouvriers, des étudiants et des artistes. C'était le Paris bohème, le Paris des peintres, des cafés, de la vie artistique. Par exemple, dans le quartier du Marais, qui est un quartier très connu dans le centre de Paris, il y avait encore beaucoup de petits ateliers et des appartements modestes. Mais à partir des années 1980, les prix de l'immobilier commencent à augmenter très rapidement. Les vieux bâtiments sont rénovés, les quartiers deviennent plus modernes et plus touristiques. Petit à petit, les personnes modestes, les artistes et les artisans sont obligés de quitter le centre de Paris. À leur place arrivent des populations plus riches, des boutiques de luxe, des galeries d'art et des magasins beaucoup plus chers. Le Marais devient alors un symbole de cette transformation. On passe d'un quartier populaire et bohème à un quartier très cher et très bourgeois. Et pendant que le maire Jacques Chirac transforme Paris sur le plan politique et social, un autre homme veut transformer l'image culturelle et architecturale de la France, le président François Mitterrand. François Mitterrand, il veut continuer de moderniser la ville, un peu comme Georges Pompidou avant lui. Sous Mitterrand, on assiste à la création de l'Opéra Bastille, un opéra très moderne, très différent du traditionnel opéra Garnier. On assiste aussi à la création d'un autre monument iconique que vous avez toutes et tous déjà vu en vrai ou en photo, la pyramide du Louvre. Et oui, cette pyramide, elle n'existe que depuis 1989. Et au début, c'était encore une fois une grosse polémique. Le projet de François Mitterrand était très critiqué. La population parisienne était opposée à la construction de cette pyramide. Dans la presse, on pouvait lire beaucoup de moqueries. Le président était même surnommé, nicknamed, le président était même surnommé Mitterramsès. Le projet de cette pyramide du Louvre était d'abord très critiqué, et ensuite cette pyramide est finalement devenue un des symboles de Paris. C'est un peu pareil qu'avec la Tour Eiffel. On passe à plusieurs années plus tard. En 1998, c'est la fête à Paris. La France gagne la Coupe du monde de football. Après la victoire, une immense célébration est organisée sur les Champs-Élysées. Et imaginez, environ 1,5 million de personnes sont rassemblées et chantent ensemble. Un moment qui a marqué toute une génération. Au début des années 2000, la capitale change encore de visage. Paris est une ville polluée, avec beaucoup de voitures, beaucoup de trafic. Et face à ce problème, le nouveau maire, qui est un maire de gauche, du Parti socialiste, a pour projet de réduire la place de la voiture dans la capitale.
Avec le soutien des écologistes, le maire décide de réduire le nombre de places de parking, de développer les transports en commun et de développer l'accès de la capitale aux cyclistes. C'est la création du Vélib. Pareil, si vous avez été à Paris, vous avez peut-être vu des vélos verts et gris que tout le monde peut utiliser. Un vélo, a bike, un vélo. Ces vélos ne sont pas chers du tout et ce système Vélib a été un grand succès à Paris. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Pour améliorer la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens, le maire lance aussi le projet Paris-Plage. À Paris, tout le monde connaît Paris-Plage. C'est quoi Paris-Plage? En fait, chaque été, pendant Paris-Plage, les voitures n'ont plus accès à une partie des quais de la Seine. Et la ville met du sable, des transats, des palmiers, elle organise des événements, des activités, etc. Ce projet, il est aussi destiné aux personnes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Alors, un peu de vocabulaire. Les quais de Seine, the banks of the river Seine. Les quais de Seine. Le sable, sand. Le sable. Un transat, a deck chair. Un transat. Un palmier, a palm tree. Un palmier. Je répète. Chaque été, pendant Paris-Plage, les voitures n'ont plus accès à une partie des quais de la Seine. La ville met du sable, des transats, des palmiers, elle organise des événements et des activités et ce projet il est aussi destiné aux personnes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Le maire de l'époque crée aussi des événements culturels gratuits comme la Nuit Blanche. C'est quoi une nuit blanche? Une nuit blanche, c'est quand on ne dort pas du tout de la nuit. Par exemple, je peux dire « Je suis super fatiguée parce que j'ai fait une nuit blanche hier ». Et la nuit blanche à Paris, c'est un événement qui existe encore aujourd'hui. C'est une nuit dans l'année où tous les musées de Paris sont ouverts et gratuits toute la nuit. Cette année, la nuit blanche, c'est le 6 juin 2026, donc très bientôt. À côté de ça, bien sûr, la capitale traverse aussi plusieurs périodes de crise. Déjà, les automobilistes ne sont pas contents de ne pas pouvoir accéder facilement à la capitale en voiture. Il y a aussi régulièrement des conflits entre la police et la population, comme en 2005, où on voyait des images à la télévision de voitures brûlées dans la capitale et les banlieues autour. Ces tensions, elles montrent clairement plusieurs challenges que la région parisienne ne peut pas ignorer, la fracture sociale entre d'un côté des personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés, dans des conditions très difficiles, avec peu de perspectives d'avenir, et de l'autre côté des populations riches qui vivent très confortablement dans le centre de Paris. Le gap énorme entre les conditions de vie de ces différentes catégories sociales crée régulièrement des grosses tensions dans la région. En 2014, nouvelles élections, une femme devient maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous avez peut-être déjà vu le visage d'Anne Hidalgo pendant les Jeux olympiques de Paris notamment. Anne Hidalgo, elle est également socialiste, et comme le maire avant elle, elle adopte une politique écologique qui veut donner plus de place aux arbres dans la ville, à la végétation et réduire la place de la voiture. Dans cet objectif, la nouvelle maire crée également plus de pistes cyclables. C'est quoi une piste cyclable? Une piste cyclable, c'est des pistes pour les cyclistes. Donc en anglais, a bike path. Une piste cyclable. Je répète, dans cet objectif, la nouvelle maire crée également plus de pistes cyclables. Toutes ces transformations ont beaucoup réduit les problèmes de pollution dans la capitale. Je vous ai mis dans la transcription des cartes
qui montre l'évolution impressionnante de la pollution à Paris ces dernières années. Mais la qualité de l'air à Paris a encore besoin de s'améliorer. On a encore régulièrement des pics de pollution dans la capitale. Un an après l'élection d'Anne Hidalgo, Paris est traversé par une série d'événements tragiques, des attentats terroristes. Le journal satirique Charlie Hebdo est attaqué et dans la même année, en novembre 2015, plusieurs endroits à Paris sont également attaqués par des terroristes le même jour, dans la salle de concert du Bataclan, au Stade de France et à des terrasses de café. De nombreuses personnes sont tuées ou blessées, la capitale est sous le choc. À la suite de ces attaques, la population se rassemble sur la place de la République en hommage aux victimes et pour montrer sa résilience face à ces agressions. Ces attentats ont profondément marqué la population à Paris et la capitale a dû renforcer sa sécurité pour faire face à la menace terroriste. Quelques années plus tard, ce n'est pas la sécurité qui est en danger, mais le patrimoine. En 2019, c'est un symbole historique en plein centre de Paris qui est menacé par les flammes. La cathédrale Notre-Dame. Le monde entier regarde en direct la cathédrale qui brûle. Cette belle cathédrale construite au Moyen-Âge, comme on a vu. Notre-Dame est en feu, le monument le plus visité d'Europe, l'un des symboles de la capitale française. C'est l'image de la France, c'est un symbole, c'est connu dans le monde entier, 14 millions de visiteurs chaque année. Depuis, un énorme projet de reconstruction a permis de reconstituer la cathédrale. Quelque temps après, un nouveau défi, la population parisienne, comme le reste du monde, subit les conséquences terribles de la pandémie de Covid-19. Pour la première fois de son histoire moderne, les rues de Paris deviennent complètement vides. Les touristes ne peuvent plus venir, les magasins, les musées, les cinémas, tout ferme. Imaginez, d'habitude, toute l'année, il y a des millions de touristes à Paris. Et là, d'un coup, plus rien. La ville était très différente pendant la pandémie. En 2024, les touristes sont de retour et plus nombreux que jamais pour les Jeux olympiques d'été. C'est la 3e fois que Paris organise les Jeux olympiques. Paris accueille des épreuves sportives devant la Tour Eiffel, au Grand Palais, à Paris-Plage et même un peu plus loin dans le jardin du château de Versailles. Ces Jeux olympiques, ils ont montré un Paris festif, mais derrière cette fête, la ville doit aujourd'hui faire face à un défi très sérieux, un défi invisible mais dangereux, le changement climatique. Un défi, c'est un peu la même chose qu'un challenge. Ici, on pourrait dire la ville doit aujourd'hui faire face à un défi très sérieux ou à un challenge très sérieux. Les prévisions pour l'avenir de Paris sont assez terrifiantes. Comme dans beaucoup d'autres endroits du monde, Paris est menacé par le changement climatique et notamment par des canicules. Une canicule, c'est quand il fait très très chaud pendant plusieurs jours. La température ne baisse pas, même la nuit, ce qui est très dangereux pour la santé, surtout pour les personnes âgées et pour les enfants. En anglais donc, une canicule, a heat wave. En ce moment d'ailleurs, en France, il y a une canicule, on est à la fin du mois de mai et il fait extrêmement chaud. Les scientifiques préviennent, ça vient du verbe prévenir, to warn, les scientifiques préviennent, si on ne fait rien, dans quelques années, Paris pourrait atteindre 50 degrés Celsius en été, 122 Fahrenheit. Imaginez 50 degrés. C'est une chaleur que l'on trouve habituellement dans le désert. Et c'est pas tout. Une étude du journal scientifique The Lancet
a même montré que Paris est la ville la plus mortelle d'Europe pendant les canicules. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Paris est si dangereuse quand il fait très chaud? Il y a 2 raisons principales. Premièrement, la structure de la ville. Paris est très dense. Il y a beaucoup d'immeubles, de routes pour les voitures qui sont noires, donc elles absorbent la chaleur. Et le problème aussi, c'est les toits des immeubles haussmanniens. Le toit, the roof. Donc le problème aussi, c'est les toits des immeubles haussmanniens. Les toits des immeubles haussmanniens, ils ont beaucoup de charme, mais ils sont en zinc. Le zinc, c'est un métal, et le zinc absorbe beaucoup de chaleur. Le problème, c'est que pendant la journée, toute la ville absorbe énormément de chaleur, et cette chaleur, elle ressort ensuite pendant la nuit, donc il fait très chaud la journée, et la nuit aussi. Dans les petits appartements parisiens, la chaleur peut être terrible en été. Face au danger du changement climatique, il y a donc urgence. La ville doit vite se transformer comme elle l'a beaucoup fait tout au long de son histoire, comme on a pu voir, mais ici pour une nouvelle raison, sauver la population parisienne face à la chaleur et aux canicules. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution très efficace, végétaliser la ville. On sait bien que les arbres et la végétation sont essentiels pour rafraîchir un endroit. Par exemple, si vous allez dans une forêt, il fait toujours beaucoup plus froid. Et cet effet, il a été prouvé scientifiquement. Des scientifiques ont comparé la température entre des rues sans arbres, sans végétation, et à l'inverse des rues avec beaucoup de végétation. Et les résultats sont incroyables. La présence d'arbres et de végétation peut réduire la température d'une rue de 2 à 8 degrés Celsius, between 35 and 46 degrees Fahrenheit. Mais à Paris, il n'y a pas assez de végétation, il n'y a pas assez d'arbres, mais ça évolue depuis ces dernières années et on va voir comment ça va évoluer par la suite. Voilà, nous arrivons à la fin de ce long voyage dans le temps. On a vu donc Paris naître sur une île avec des Gaulois, devenir une cité romaine, se transformer en une ville royale puis révolutionnaire. On a parlé de la grande métamorphose d'Haussmann, la capitale pendant la Belle Époque, les souffrances des 2 guerres mondiales, les révoltes de mai 68 et les nombreux défis modernes. Paris a toujours changé, Paris a toujours souffert, mais Paris a toujours su se réinventer. J'espère que vous avez apprécié cette série et qu'elle vous a aidé à apprendre un peu plus de choses sur cette capitale iconique. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, ce serait impossible de créer des épisodes comme celui-là. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.